Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer donc cette interview grand témoin avec Florian Vuant d'Exaprint. Florian est manager IT d'Exaprint et il va nous servir de guide pour nous faire découvrir l'atelier 4.0 d'Exaprint. Je vais faire une courte introduction pour nous mettre dans le bain et ensuite je lui céderai la parole. Donc, depuis sa création en 1998, Exaprint fait partie des imprimeurs pionniers dans le domaine du Web2Print. Je ne vous apprends pas grand-chose jusqu'ici. Aujourd'hui, sur son site de Moggio, près de Montpellier, ce sont près de 160 personnes qui s'activent tous les jours sur près de 10 000 m² d'ateliers. En 2019, Exaprint a décidé de réinternaliser sa production et s'est constitué pour cela un atelier à la pointe de l'innovation. Un plan d'investissement de 15 millions d'euros a été mis en place. Il a prévu et il prévoit toujours le renouvellement intégral de toutes les presses, la réorganisation des flux de production et le recrutement de 40 personnes. Dans l'atelier, que j'ai eu la chance de visiter en vrai, on trouve des machines hyper automatisées en offset et en digital. Elles tournent à plein régime. La dernière acquisition en date, c'est une encarteuse Primera Pro de Müller-Martini. Elle permet de produire 14 000 exemplaires par heure et c'est la première en fonctionnement en France. Quelques chiffres pour vous donner l'ampleur des éléments imprimés. Chaque jour, ce sont près d'1 500 000 flyers qui sont imprimés. 1 million de cartes de visite, 500 000 dépliants, 400 000 têtes de lettres, 300 000 sets de table, 90 000 brochures, 17 000 affiches, tous les jours dans l'usine. On parle aussi de 15 000 cartons expédiés au quotidien et 4 340 000 m² imprimés par mois. Et 300 000 m² de plaques offset gravées par an. Ça vous donne l'ampleur par rapport à l'automatisation. Donc vous l'aurez compris, la transformation numérique de cette entreprise, la réorganisation de ses flux, son automatisation sont des sujets centraux pour Exaprint. C'est un sujet clé qui a pris donc un nouveau tournant avec cette réinternalisation de la production. Et donc Florian est là avec nous pour nous expliquer comment tout ça s'est mis en place. C'est lui qui pilote cette automatisation. Et il va partager avec nous son expertise et nous expliquer comment c'est en cours, d'ailleurs, c'est en train de se mettre en place. Donc bonjour Florian. Première question, Exaprint est-il un imprimeur 4.0 ? Alors, bonjour à tous. Merci Cécile pour cette interview aujourd'hui. Depuis l'invention de la presse typographique en 1454, les industries graphiques n'ont de cesse de montrer leur innovation et leurs compétences dans l'ère du numérique. C'est aussi ce qu'a fait Exaprint ces 20 dernières années, de pouvoir innover et d'investir régulièrement et aller dans l'automatisation le plus loin possible. Donc grâce au percées des technologies et à l'avancée des concepts numériques, on a pu aller assez loin dans l'industrie 4.0. Mais en parlant d'industrie 4.0, j'aimerais donner mon sentiment sur qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0. Aujourd'hui, quand on parle chez Exaprint d'imprimerie 4.0, c'est avant tout la surveillance des machines, du parc, du parc machine tout simplement, en mettant des capteurs sur tous les secteurs de production afin de pouvoir surveiller et monitorer chaque étape et pouvoir contrôler au mieux notre flux de production. Aujourd'hui, dans nos usines, la robotique et la numérisation marchent vraiment de concert, font une combinaison gagnante et nous permettent de produire les chiffres annoncés par Cécile juste avant dans son introduction. Donc justement, je le disais en introduction, 2019, c'est la stratégie de réinternalisation chez Exaprint avec 2 ateliers. Donc j'ai beaucoup parlé de celui de Moggio, mais il y en a un autre qui est à Barcelone et qui imprime plutôt les solutions grand format. Donc à la gestion des commandes, c'est ajouté en automatisation la gestion des flux de production. Et quelles conséquences ça a eu pour le service IT d'Exaprint ? Alors les conséquences, c'est 2 grandes choses. La première, c'est qu'on a fait l'acquisition d'un logiciel ERP, un logiciel de gestion de production qui nous permet à la fois de surveiller, monitorer, anticiper les maintenances, prévenir les dégâts et pouvoir suivre au plus près chaque commande et pouvoir répondre au service client de manière la plus fine possible. Et le deuxième gros point, c'est d'avoir mis en place un service informatique très polyvalent, pas uniquement centré sur le code ou sur le développement. C'est une équipe basée de développeurs full stack, composé de full stack. Alors, tout le monde je vais y venir. De techniciens pré-presse et une chef de projet. Donc le développeur full stack, sa particularité, on dit full stack parce qu'ils sont capables de développer n'importe quel type de code, de reprendre des anciens projets informatiques comme des nouveaux, de coder sur des nouvelles technologies
Nous avons des techniciens pré-presse qui sont là en fait pour faire toute l'automatisation de l'usine et des machines, pouvoir paramétrer à l'avance les machines, envoyer les plannings de manière à pouvoir fluidifier notre flux de production. Et nous avons une chef de projet complètement polyvalente, aux multiples facettes, à la fois pré-presse, impression, service client. Elle maîtrise parfaitement la chaîne graphique et les nouvelles technologies. Elle est au contact de nos clients et permet de comprendre les besoins, de les interpréter pour les expliquer aux techniciens et aux développeurs et veiller à ce que les demandes soient réalisées convenablement et fonctionnent correctement. Donc si je comprends bien, vous venez d'investir dans un ERP, donc une solution livrée clé en main, mais que vous personnalisez ensuite grâce à votre service, avec des modules que vos développeurs font à la demande en fonction de vos besoins spécifiques. Donc il évolue avec vous, en fait, cet ERP. C'est un socle commun sur lequel vous greffez des solutions ou pas? C'est exactement ça. Aujourd'hui, l'ERP est un logiciel clé en main fourni par un prestataire auquel on va venir greffer certains modules qu'on va coder nous-mêmes ou on va essayer de l'interconnecter avec nos autres logiciels déjà sur place. Par exemple, on va demander à l'ERP de communiquer avec notre système de sortie plaque de manière à ce que les plaques sortent dans le bon ordre pour que le conducteur ait toujours les bonnes plaques devant lui. Ce système va aussi communiquer avec les presses numériques de manière à envoyer les fichiers dans la presse disponible pour le conducteur, toujours dans le bon ordre, pour fluidifier la production. Mais cet ERP va aussi communiquer avec le site marchand de manière à avoir des retours de statut, de manière à avoir des événements qui permettent au service client de mieux répondre aux clients lorsqu'on cherche à savoir où en est une commande et si la production se passe bien. Il y aurait d'autres détails, mais ça durerait longtemps. Et quid du conducteur de machine, en fait? Une fois que l'ERP il détecte une anomalie, est-ce qu'il va jusqu'au bout? Est-ce qu'il est 4.0? C'est lui qui décide? C'est le conducteur de la machine? Qui est-ce qui décide? Il détecte une anomalie. On passe pas, on arrête? Il y a encore une action humaine ou... Alors en effet, aujourd'hui, avec le 4.0, la machine est capable de s'arrêter toute seule, de préconiser des solutions de réparation ou de contournement de problèmes. Et parfois, elle s'arrête et le conducteur reprend la main et décide de dire, je continue, je vais réparer mon problème ou bien je ne peux pas aller plus loin. Ce boulot doit être revu plus tard et doit nécessiter une maintenance. Tout dépend en fait l'impact, le problème constaté. La machine va aider le conducteur, va lui apporter toutes les informations à l'écran et le conducteur va ensuite décider de dire ok, ça je sais le faire, je le répare, je le remets en route, ou bien là il y a un problème trop compliqué, il faudrait revoir ou le fichier ou appeler la maintenance pour revoir la machine. Vous levez la main si vous avez des questions sur des points précis, si vous voulez, pour rendre dynamique l'échange, n'hésitez pas. Je disais, c'est 2800 commandes qui sont envoyées par jour de Mogbio, ce qui représente 4 millions de mètres carrés imprimés par mois. Et dans ce contexte, c'est un volume énorme. Comment on change d'outils de production? Moi, j'ai interviewé plusieurs imprimeurs. Quand ils ont pris un ERP, c'est pas la somme qui les tétanisait, mais c'est le fait de basculer tout en automatique en se disant mais je vais tout perdre, ou si ça bloque, qu'est-ce que je fais? Je perds tout mon suivi client, comment je gère mes commandes en cours? Comment on fait quand on a un tel volume? Comment on assure la sécurisation de ces données administratives, de production? Et en termes de délai, comment, à l'échelle d'un atelier comme celui d'Exaprint, on met en place ces structures? Ça va prendre combien de temps pour que ça soit opérationnel? Parce que c'est en cours, en fait. Oui, c'est en cours. Donc, en fait, on ne s'est pas empressé, on ne s'est pas dépêché. On a d'abord trouvé des ambassadeurs au Shanxa de service, des gens, des spécialistes, des experts qui connaissent extrêmement bien leur service et leur métier et leurs contraintes. On leur a demandé de rédiger avec nous un cahier des charges, des choses qui seraient nécessaires de faire ou de refaire ou de continuer de maintenir ou d'améliorer. Avec ce cahier des charges, nous avons lancé un appel d'offres auprès de différents fournisseurs de logiciels. Nous avons sélectionné ceux qui nous semblaient le plus pertinents. Nous avons ensuite organisé pendant une durée de 6 mois, peut-être même un peu plus, des workshops ou des ateliers de travail avec chaque ambassadeur sur chaque type de service. Donc ça a duré, chaque mois on faisait un nouveau workshop avec un prestataire différent, en disant là le service qualité on travaille comme ça, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme solution? Là le service pré-presse on travaille comme ça, qu'est-ce que vous avez comme solution? Ou là le service impression on a telle problématique, est-ce que vous avez des réponses? Après 6 mois d'enquête, d'aller-retour, de discussion, de partage, on s'est mis tous autour d'une table avec les points forts, les points faibles, et nous avons fini par trouver en fait un fournisseur qui convenait à l'ensemble des points relevés et soumis à ce prestataire.
Et depuis, donc, on a démarré avec ce fournisseur. On est juste en période d'installation. On réalise des audits. Le fournisseur vient sur place, constate comment on travaille, relève les problématiques, relève les points forts et nous propose des solutions qui nous permettront de continuer ce qu'on fait, mais de le faire mieux. Et vous tournez avec les deux systèmes en même temps? Comment ça se passe? Alors, pardon. Oui, on a le premier système qui tourne toujours et qui n'est pas arrêté. Nous mettons en place en parallèle le deuxième système et nous essayons de refaire au minimum la même chose. Et tant que nous ne pouvons pas garantir de faire la même chose ou de faire mieux, le premier système reste en route. Et lorsque le deuxième système, le nouveau, sera capable de remplacer le premier, module par module, on va commencer, un peu comme un puzzle, à remplacer les pièces les unes après les autres, de manière à avoir un nouveau puzzle plus joli que l'ancien. Et ce beau puzzle, il sera prêt quand? Idéalement, il y a un planning. Il y a un planning, on s'est donné près un an. À la fin de ces workshops, on s'est donné presque un an. Donc si tout va bien, j'espère qu'en juin 2023, ça sera prêt. Après, c'est comme les travaux publics, il y a souvent des décalages dans les deadlines. Mais la roadmap initiale, c'était d'être prêt pour le début juin 2023. Du premier workshop à la mise en place définitive, un an à peu près. Non, du dernier workshop. Du dernier, ouais, d'accord. Ça donc il y a 6 mois en plus, période ça d'un an fait et un an et demi. demi. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les défis à relever en termes d'automatisation, selon vous? Alors aujourd'hui, toutes les briques technologiques sont existantes. Une bonne partie nous appartient déjà parce qu'on a acheté beaucoup de solutions différentes. Maintenant, le gros défi, c'est de les faire communiquer les unes avec les autres, un peu comme un Lego. On a beau avoir beaucoup de pièces devant soi, si on n'y met pas les mains, on n'arrive pas à construire une maison. La deuxième chose, c'est l'interconnexion des systèmes entre eux, faire dialoguer les machines entre elles et l'Internet des objets. Je m'explique, c'est-à-dire que lorsqu'une presse offset a terminé, elle va donner le go à la machine qui suit. La machine, le massicotier par exemple, lorsqu'elle a terminé, donnera le go à l'encarteuse que les dossiers sont prêts, de manière à ce que le planning se décale toujours tout seul et qu'il n'y ait pas une intervention humaine pour dire où en sont mes travaux, qu'est-ce que je peux faire pour... où en sont mes travaux, ou alors pousser les palettes pour les faire venir les unes aux autres. L'automatisation des process que vous présentez, on comprend tout de suite que ça va améliorer encore votre rentabilité. C'est un peu l'objectif premier. Mais quels sont, selon vous, les autres avantages que peut avoir cette automatisation aujourd'hui? Alors, selon moi, l'automatisation amène deux grands aspects positifs. Le premier, c'est pour l'opérateur du quotidien. On va éliminer toutes les tâches routinières, toutes les tâches répétitives, et on va lui laisser la main sur tout ce qui est tâches à valeur ajoutée. On va lui redonner du temps de réflexion. On va peut-être faire évoluer son métier de manière à ce qu'il soit plus compétent, plus expert dans son domaine et qu'il apprenne des nouvelles choses, qu'il ne soit pas simplement le pouce-bouton, comme on pourrait dire à l'époque. Et la deuxième chose, c'est que l'automatisation permet, on s'en rend beaucoup moins compte, d'éliminer les tâches très fatigantes. Aujourd'hui, je vais donner un exemple, on a acheté donc un bras robotisé pour faire des palettes avec les produits pliés. Ça évite à l'opérateur de se baisser toute la journée pour mettre ses dépliants sur sa palette. Ou alors des choses qu'on a déjà vues mais qu'on ne le sait pas, les transsomates sur les massicots qui permettent de lever le papier, de le taquer et de redescendre tous les produits coupés sur une même palette. Pendant ce temps-là, le massicotier n'a pas à se baisser toute la journée ou à soulever le papier ou à le taquer à la main. Donc il n'y a pas d'enjeu de réduction d'emploi, selon vous? Non, le but n'est pas de retirer des emplois, mais plutôt d'augmenter en productivité, de pouvoir avoir toujours plus de commandes, avec un personnel satisfait, relax et content de faire son travail. Merci beaucoup. Merci Cécile. Est-ce que vous avez des questions concernant l'automatisation chez Exaprint et les process mis en place à Florian? Ou si vous-même vous faites de l'automatisation, peut-être des questions pour la mise en place? Non? Bon, oui, j'arrive. Bonjour, Léonce Després, je suis imprimeur rotativiste. Juste, c'est quoi votre ERP magique que vous arrivez à plugger avec vos systèmes internes? Alors aujourd'hui, on a pris la décision d'acheter Pace, vendu par IPS, l'ancien EFI. Donc on est couplé avec Metrix, Pace, AutoCount, et je ne sais plus tous les noms des modules. Et tout cet agrégat de logiciels vendu par EPS nous permet de communiquer avec notre back-office, notre système interne et nos différentes machines. Pace, P-A-C-E? C'est ça, oui. Ok, merci. Une autre question?
ou remarques ou témoignages? Non, de toute façon, cette intervention a été enregistrée. Vous pourrez la retrouver en replay quand vous voulez sur notre site internet. Merci beaucoup, Florian. Merci, Cécile. Et bonne continuation à tous sur le salon. Merci.